Merci d'être présent sur Équipe Auto 2025, qui fête ses 50 ans, on ne le répétera jamais assez, avec un salon magnifique, donc profitez-en toute la journée. Et une arena destinée à l'ensemble des conférences, il y en a une vingtaine. La liste est derrière l'arena, vous pourrez être curieux et voir à quelle conférence vous pourriez venir en plus. Nous sommes ensemble pour parler de diagnostic, diagnostic automobile évidemment, dans l'après-vente, et du CERMI, c'est la certification maintenant liée à la cybersécurité que tous les réparateurs se doivent de passer, d'avoir. Alors est-ce que c'est un examen difficile? Est-ce que c'est plus dur que le bac? Je ne sais pas. On va voir ça avec nos intervenants. Bienvenue messieurs, bonjour. Et vos noms s'affichent tout de suite. On va aller de gauche à droite. Joao Mursa, vous êtes Mursa, bon, je ne veux pas dire de bêtises, chargé de métier, agent et indépendant chez Mobiliance. Bienvenue à vous. À côté de vous, Gérard Perrault, responsable technique autodistribution. Magnifique stand autodistribution juste derrière. Allez y faire un tour. À côté de vous, Gérald Sgobo, vice-président de la FNA. Magnifique stand de la FNA également. Hier, vous remettiez le prix de gagner un garage. Les réparateurs pouvaient gagner l'équivalent d'un garage complet en équipement. Et à côté de vous, Pascal Sigrist, vous êtes consultant expert pour Mobiliance et vous êtes un ancien responsable technique avec beaucoup de barrettes sur les épaules chez IDLP. Voilà, vous êtes un expert technique. Alors, je voudrais qu'on commence tout de suite par définir ce qu'est le CERMI, qui pour moi, journaliste, est une avancée majeure dans la mise à disposition des données de sûreté, et on prononce bien le mot de sûreté, des véhicules aux réparateurs qui seront certifiés ou agréés. Expliquez-nous, Pascal Sigrist. Oui, tout à fait. Le CERMI, c'est la continuité de ce qu'on appelle vulgairement la norme Euro 5 qui est apparue en 2010 et qui a été mise en application en 2011. C'est-à-dire qu'on a donné accès, la Commission européenne a imposé à tous les constructeurs de donner accès à toute l'information technique pour les véhicules de manière à permettre à n'importe quel réparateur indépendant d'intervenir sur un véhicule en bonne et due forme, avec les bonnes compétences et avec les bonnes informations techniques. Seule la partie sécurité, sous-entendu inviolabilité du véhicule, n'était pas abordée et n'était pas accessible. C'est pour ça qu'on dit plutôt sûreté que sécurité, d'ailleurs, parce que la sécurité, ça incluait tous les dispositifs de sécurité, ABS et compagnie. On n'est pas du tout sur les dispositifs de freinage, ni sur les ADAS, etc. On est vraiment sur la partie inviolabilité du véhicule. Et donc, la Commission européenne a fait voter un texte à partir de 2018 et ensuite en 2021, un complément de texte en 2021 qui a permis donc l'apparition de ce fameux CERMI, qui est les dispositifs qui permettent à n'importe quel réparateur indépendant d'approcher et d'appréhender la partie inviolabilité du véhicule, mais en montrant pas de blanche, bien entendu. Gérard Perrault, autodistribution, qu'est-ce que c'est l'inviolabilité précisément, concrètement? Alors, je dirais que l'inviolabilité d'un véhicule, c'est... dur à prononcer déjà, hein, il faut bien reconnaître. Faut faire attention, c'est vrai. Mais l'inviolabilité du véhicule concerne le système d'antidémarrage, le système de blocage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il s'avère que on est confronté à beaucoup de vols de véhicules, beaucoup de mises en route intempestives avec tout un tas de systèmes qui ne sont pas forcément dans les règles de l'art. Et je pense que le véhicule, aujourd'hui, fait partie intégrante de la vie du consommateur. Et il faut faire très attention à conserver ces systèmes d'inviolabilité, quoi qu'on réalise comme intervention sur le véhicule, en parfait état de fonctionnement, avec toute la sécurité et tout le savoir-faire qu'ont mis en place les constructeurs au moment de la construction de ce véhicule. Donc, je dirais que les réparateurs d'aujourd'hui doivent conserver ce niveau d'exigence d'inviolabilité quoi qu'ils réalisent comme opération sur le véhicule. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait jusqu'à présent un vide qui permet... Enfin, il y a toujours eu des hackers depuis que la voiture est électronique, très lourdement électronique. Et ce système permet effectivement de dire
Je vous passe la parole, Gérald Sgobo, pour la FNA, donc les artisans auto. Aux artisans auto, vous êtes des professionnels, les seuls capables d'intervenir. C'est ça qui est important, c'est que ça vous donne toute cette légitimité, en fait, le CERMI. Alors, moi, je vais avoir un discours un petit peu, enfin, deux positions à contre-courant. La première, c'est de dire un peu le micro. La première, c'est de dire finalement que le CERMI, c'est la suite logique d'un long combat qui a été mené par la FNA. Ah pardon, et on a Xavier Passilly de JPA qui nous a rejoint. Qui vient Merci d'arriver. d'avoir couru. Hein. Prends ton temps, hein, respire. Un long combat qui a été mené par la FNA, c'était celui de l'obtention des données au niveau européen. Donc un combat qui a donné gain de cause, qui permet aujourd'hui justement aux réparateurs indépendants de pouvoir intervenir sur toutes les marques. Donc ça, c'est un premier point. Donc, aujourd'hui, on ne va pas se plaindre finalement que le CERMI soit cette certification qui permet d'officialiser cet accès à ces données-là. Exactement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est celui, finalement, la position de nos adhérents, forcément, de nos adhérents, mais aussi de beaucoup de garages à l'heure actuelle, au moment où on se parle, qui voient cela comme peut-être une contrainte supplémentaire dans leurs ateliers. Donc, notre rôle, aujourd'hui, bien sûr, c'est d'être convaincu de la nécessité, de toute façon, on n'a pas le choix de se rendre conforme à cette certification-là, mais également d'être aussi dans la pédagogie vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis des réparateurs, pour leur dire, attention, demain, sans ça, vous enlèverez une grosse partie de votre capacité sur vos ateliers. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une notion de... Ça peut être vécu comme une contrainte, mais c'est vécu comme une contrainte aujourd'hui, parce que je pense qu'ils n'ont pas mesuré aussi... peut-être l'urgence et l'intérêt d'engager la démarche tout de suite. Et pour vous, réparateurs, je rappelle que vous travaillez en Ariège, vous êtes réparateur, enseigne autodistribution notamment. Tout à fait. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça vient se rajouter comme une obligation administrative de plus dans nos ateliers qui se fait comme ça de but en blanc au détriment de notre métier, de notre activité purement technique et atelier. Mais c'est à nous, justement, d'avoir ce discours auprès des adhérents, auprès des réparateurs, pour leur dire c'est un outil, c'est une caisse à outils supplémentaire que vous allez acquérir dans vos ateliers pour pouvoir continuer à travailler, tout simplement. Ouais. Donc c'est un petit peu comme ça, moi, que j'essaye de le... Je comprends. Je vais vous dire ça. Chez Mobiliance, quel est votre point de vue? C'est le même ou est-il différent? C'est évidemment le même, c'est de toute façon partagé. Alors effectivement, beaucoup de syndicats se sont pas appropriés, mais ont voulu combattre ça et permettre aux indépendants d'avoir l'accession en fait à ces données. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Alors déjà, bien sûr, c'est autonomie. Pour un réparateur, être autonome sur des opérations, évidemment que ça a du sens. À partir du moment où vous pouvez intervenir sur l'intégralité de la voiture, de toutes les fonctionnalités, évidemment que c'est une aide. Contrainte, moi je dirais opportunité, parce que ça ouvre le panel complet de la réparation auto. Et on rappelle que coder des clés, ce n'était pas accessible jusqu'au CERMI. Hein. Ce n'était pas pour eux. Alors, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors, je vais parler comme un garagiste. Je connais quelqu'un qui est capable de te le faire. Évidemment, bien sûr que tout le monde le connaît. Mais on oublie peut-être le cadre légal. C'est ça. Parce que quand on est professionnel de l'automobile, on répare des voitures à des clients et les clients s'attendent à ce qu'on le fasse dans un cadre légal. C'est ça qu'il faut retenir. Et on n'oublie pas que ça gênait parfois le métier, notamment pour des carrossiers. Joao, puis Gérald peut-être, Gérald Sgobo. Alors, j'entends le cadre légal, bien sûr. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait preuve d'inventivité dans beaucoup d'ateliers, c'est-à-dire qu'on va sous-traiter certaines prestations, mais comme certains garages sous-traitent aujourd'hui une géométrie, etc. Donc, ils restent malgré tout dans le cadre légal. Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est qu'ils vont assurer ou assumer la responsabilité d'une réparation dont ils ne sont même pas à l'origine. C'est peut-être plus sur ce volet-là. On parlait tout à l'heure donc accès sécurité. Pardon, juste un des domaines aussi, ce sont les aides à la conduite, les systèmes d'aide à la conduite qui sont quand même pas neutres. Et quand on parle aujourd'hui des aides à la conduite, on ne mesure peut-être pas les répercussions juridiques que ça peut avoir
dans l'avenir, intervenir sur un tel domaine du véhicule, pour lequel après il se passerait quelque chose qui serait dramatique, peut avoir des répercussions fortes. Donc autant que ça se fasse dans un cadre purement légal pour le coup, avec le CERMI. Gérard Perrault. Et avec, je dirais, une parfaite traçabilité des opérations effectuées. Les opérations, là, je dirais, c'est pas des opérations forcément mécaniques, mais plus des opérations, je dirais, de paramétrage, parce que là, quand on s'adresse aussi à l'envergure du CERMI, c'est vraiment une utilisation de paramètres de la donnée du constructeur qui, lui, a conçu une voiture pour avoir une utilisation optimale durant toute la vie de la voiture, sauf que dans la vie de la voiture ne reste pas chez le constructeur pour tous les entretiens Absolument. et toutes les opérations. Donc aujourd'hui, les constructeurs, avec, comme le disait Pascal, l'arrivée de la norme Euro 5, ont été obligés d'ouvrir leur base de données. Ben, je dirais que maintenant, c'est à nous de montrer patte blanche, qu'on est capable d'utiliser leur base de données pour parfaire l'entretien des voitures et de garantir le bon fonctionnement durant toute la vie de la voiture, et y compris de tous les organes de sécurité, parce que dans l'obligation des réparateurs aujourd'hui, il ne faut pas oublier la notion d'obligation de résultat. Et ça, c'est très important parce C'est ce que vous dites tous. Hein. c'est quand même le dernier intervenant qui sera responsable. C'est ce que disait exactement Gérald Sgobo. Hein. Joao, puis Pascal Sigri. Je vais même me permettre de rajouter, aujourd'hui, le métier de l'automobile n'est pas forcément valorisé pour les opérations qu'il réalise. On voit bien que le fait de permettre à des réparateurs indépendants de pouvoir accéder à ça, ça va aussi valoriser leur activité, de toute évidence. On a aujourd'hui une vraie difficulté, vous avez une vraie difficulté à recruter. Si on est capable de dire à ces jeunes, venez, vous allez voir, vous allez travailler sur l'ensemble des véhicules, sur tout ce qui est possible, évidemment que ça va les faire venir. Ils ne vont pas rester cloîtrés sur la partie concessionnaire ou en tout cas chez le constructeur. Ça fait partie de l'attractivité, ça. Tout à fait. Et bien, alors, Pascal, pardon. Je vais juste revenir et insister sur cette notion de traçabilité dont parlait Gérard, qui est extrêmement importante, puisque effectivement, quand on intervient sur un système électronique sur un véhicule et qu'on fait une mise à jour quelle qu'elle soit, si l'intervenant d'après n'est pas capable de voir, et surtout si le constructeur n'est pas capable de voir, et si on ne lui a pas indiqué qu'on a fait cette fameuse mise à jour, on risque de mettre le véhicule en défaut et on en revient sur des problèmes de sécurité qui peuvent être très graves sur des systèmes d'aide à la conduite et des systèmes ADAS. Donc cette traçabilité, elle est hyper importante pour montrer au constructeur qu'on est capable d'entretenir son véhicule dans les règles de l'art et comme il l'a conçu. Et cette traçabilité, elle est très importante pour montrer que le professionnel a bien fait les choses dans les règles de l'art. Mais pour qu'on soit clair, le CERMI, c'est bien l'inviolabilité. C'est pas le reste des réparations. C'est-à-dire il ne faut pas montrer patte blanche à chaque fois. Non, normalement, il ne faut pas montrer patte blanche à chaque fois. Il peut y avoir quelques dérives. On en a déjà constaté quelques-unes. Mais ça, on les relève et puis ensuite, on les pas les dénoncer, mais on informe les responsables des constructeurs qui sont peut-être allés un petit peu trop loin sur certains points. Un exemple. Mais il y a quand même des choses qui sont des fois un petit peu particulières, puisque l'inviolabilité peut concerner plein de systèmes dans le véhicule, puisque plusieurs constructeurs n'hésitent pas à dispatcher le système d'inviolabilité dans plusieurs calculateurs dans un véhicule. Donc il peut très bien arriver que l'on n'arrive pas à intervenir sur un système alors qu'on n'est au départ pas au départ, on ne pense pas être sur la sécurité, sauf que le calculateur sur lequel on veut intervenir contient une toute petite couche de la partie d'inviolabilité du véhicule, et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir la certification CERMI et de montrer patte blanche et de s'identifier. Ils sont coquins quand même, ces constructeurs, Gérard Perrault. Oui, c'est normal. Je dirais qu'aujourd'hui... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et ça fait partie de votre jeu, et en particulier chez Mobiliance aujourd'hui, qui a un groupe de travail spécifique. Ouais, on a un groupe de travail justement pour d'alerter, faire lever justement ces blocages qui ne rentrent normalement pas dans le schéma du CERMI. Ouais. Pardon Gérard, je vous ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Non, de toute façon, avant tout, faut avouer, les réparateurs sont des professionnels de la réparation. Il faut agir comme tel. Et je dirais que le CERMI, chez Autodistribution, on a essayé de comprendre ce que c'était, de démystifier la difficulté et d'expliquer à nos réparateurs de nos réseaux
qu'il fallait y aller. Nous, on a pris ce problème il y a déjà plus d'1 an et demi, où on a communiqué auprès de nos réseaux que c'était important d'y aller. On s'est rapproché des 2 bureaux certificateurs qui sont présents aujourd'hui, on allait exiger de nos réparateurs et les informer de la procédure à respecter pour essayer de faciliter les choses. Bien sûr, c'est vu comme une contrainte, mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme tel. Et on essaie de leur expliquer, c'est aussi une forme de, je dirais, ça va assainir le monde de la réparation. Et il faut le voir comme ça, surtout. Absolument. Xavier Passy, vous représentez JIPA, organisme d'études bien connu dans la profession et dans la prévente. Vous êtes là aujourd'hui parce que JIPA a mesuré le niveau de connaissance du CERMI par le monde de la réparation, justement. Vous avez quelques diapos à nous montrer, ça permet de prendre une température assez précise. Voilà. Donc, effectivement, on a tout un ensemble d'outils, et notamment un outil qui est mené tous les ans auprès de l'ensemble des réparateurs. Et cette année, on s'est intéressé au CERMI. Et donc, au préalable, on a voulu faire déjà un focus ici sur le parc concerné, parce que le parc qui est concerné aujourd'hui par le CERMI est relativement conséquent. On a 7 véhicules sur 10 qui sont aujourd'hui concernés par le CERMI. Donc, c'est pas négligeable. Alors, un petit peu moins peut-être parce que sur la tranche des plus âgés des normes Euro 5, il n'y a pas systématiquement des normes de sécurité, donc il y aurait un petit... Voilà. Enfin, c'est un volume relativement conséquent. Ça fonctionne par rapport aux normes Euro, donc ça, on redescend jusqu'à Euro 5. Euro 5, Euro 6. D'accord, voilà. Euro 5, on est sur 90%, 85% des véhicules. Euro 6, on est sur 100%. Okay. Voilà. Donc, un volume très conséquent de véhicules concernés. En premier lieu, et la rechange indépendante est forcément impactée par ce trafic d'entrée-atelier. Même si, en théorie, aujourd'hui, le nombre d'opérations concernées, de véhicules concernés, en théorie, et vous avez évoqué justement les cas particuliers, est peut-être encore aujourd'hui faible, mais ça va monter et c'est nécessaire de se préparer dès maintenant. Donc, si on regarde... la question qui était posée, donc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu parler de la certification CERMI? On posait cette question-là uniquement aux acteurs de la rechange indépendante, RA, les centres auto, les réparateurs rapides, les pneumaticiens. Vous voyez que le taux est relativement faible. On a uniquement 4% de gens qui nous disent oui, je sais ce que c'est, je suis intéressé. Ce qui nous fait à peu près un petit 1000. Hein. On est sur 800 acteurs à peu près, 800 professionnels. On est sur 20 000 acteurs de la rechange indépendante. Donc 4%, vous êtes sur 800. Donc c'est relativement faible. Voilà. Ouais. Le 10%, je sais ce que c'est, mais je ne suis pas intéressé. Alors ceux-là, on ne va pas pouvoir les garder. Hein. À terme, oui, peut-être. Mais en tout cas, le travail des réseaux a été bien fait. Ils ont été sensibilisés, mais aujourd'hui, ils ne basculent pas. Et vous voyez qu'ensuite, on en a 25% qui disent « j'en ai pas entendu parler ». Enfin oui, je sais ce que c'est, mais j'ai une vague idée. Et vous en avez quand même une très grosse majorité en rouge, 62% qui disent « je ne sais pas ce que c'est ». Donc c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans la presse professionnelle sur le premier trimestre. Je pense que les réseaux et les fédérations ont poussé. On voit que cette étude a été faite au mois de juin. Bon, ça prend du temps. Et on va voir sur les slides qui suivent pourquoi ça prend du temps. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les professionnels jugent peu de l'intérêt ou perçoivent pas l'intérêt. On a entendu ces notions de contrainte ou bénéfice de différenciation. Aujourd'hui, on est clairement dans la contrainte. Donc, on leur reprécisait un petit peu le contenu du CERMI pour qu'ils comprennent la notion et leur poser la question de savoir, pour vous, c'est juste une contrainte réglementaire. Et vous voyez que c'est le score massif, 48%. C'est un moyen de renforcer la relation client. 33% adhèrent quand même à cette notion. Et 24% seulement sur l'ensemble des professionnels considèrent que c'est une réelle opportunité. Alors, heureusement, quand le travail d'information a été fait et bien fait par les réseaux, par les fédérations, on voit que les résultats sont un peu plus nuancés. C'est les résultats qui sont tout à droite. Dès lors que le professionnel connaît le CERMI plus en détail et qu'il a une bonne notion de la définition du CERMI, de ses avantages et des contraintes associées en termes de formation et ainsi de suite, vous voyez que la bascule s'opère, mais on reste sur un équilibre opportunité-contrainte à 50-50.
Bon, les notions montent, la confiance monte, mais on reste quand même sur un équilibre avec une notion de contrainte qui reste très forte. Ouais. Réaction par rapport à ça, messieurs. C'est ce que vous avez dit, hein. On a oscillé entre l'obligation réglementaire, renforcer la confiance des clients, c'est-à-dire la légitimité de vos métiers, et quelques-uns, une réelle opportunité. Gérald Sgobo. De toute façon, il faut que le sujet fasse son chemin. Ça, c'est toujours. Chaque fois qu'il y a eu des changements réglementaires assez forts, on a eu toujours cette latence entre voilà, le moment de la mise en œuvre et le moment de l'acceptation finalement de cette obligation. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'il faut faire aussi une relation sur le volet générationnel des entreprises. Tout à fait. On parlait d'attractivité. Aujourd'hui, quand on s'adresse à des jeunes qui entrent dans nos métiers, ils ne voient pas ça comme... ils voient ça comme une contrainte administrative, mais sur le volet technique, ils voient ça vraiment comme une opportunité. Et c'est cette différence-là qu'il faut qu'on arrive, nous, à essayer d'un petit peu de rééquilibrer. Puis on a la génération. J'avais vu un sondage il y a je crois que c'était il y a 2 ans, où finalement, on disait que plus de 50% des réparateurs aujourd'hui ne se sentaient pas ou peu concernés par le volet électronique, de l'électronique dans les véhicules. Ah ouais, c'est ça, c'est très lié, c'est le paquet cadeau. Je pense que voilà, c'est vraiment, il faut le mettre en corrélation. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être aussi qu'on dise, c'est comme si demain un chef d'entreprise va vendre ou va transmettre son entreprise en lui enlevant tous les outils à l'intérieur. Donc c'est un outil supplémentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, et s'il veut valoriser son entreprise, il faudrait peut-être, même s'il a 56 ou 57 ans, qui est un très bel âge d'ailleurs, qui permettrait bon anniversaire. Non, mais bon, ça permettrait surtout voilà, de valoriser l'entreprise pour cette transmission-là. Et n'oublions pas, on constate quand même une grosse sinistralité au niveau des entreprises liées à l'automobile, et notamment dans les petites structures. Justement, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à franchir ce pas-là et à se donner tous les moyens d'arriver à passer outre. Alors quand je dis petite structure, je vois, ça fait réagir tout de suite, mais quand je dis petite structure, il ne faut pas oublier qu'on est aussi entouré de beaucoup de micro-entreprises. Et notre rôle aussi, c'est de dire, bon, vous voulez être des réparateurs, il vous faut jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut vous structurer et essayer d'être le plus à même de faire votre métier. Et là, on est en train de parler des 30 000 auto-entrepreneurs qui sont un peu partout dans les garages des maisons individuelles et qui font le métier de réparateur automobile avec très peu de cadres en réalité, il faut bien reconnaître. Et quand on parle de traçabilité, là, pour le coup... C'est réel. Moi, j'ajouterais aussi une petite constatation. Quand on voit la mesure qu'a réalisée le JIPA, je dirais aussi ça montre que bien sûr c'est vu comme peut-être une difficulté, une contrainte, mais aussi c'est en relation avec la méthodologie d'utiliser les données constructeurs via le pass-through. Il ne faut pas oublier que cette norme est arrivée en même temps que la norme Euro 5, c'est-à-dire que la mise à disposition des bases de données constructeurs, eux, ils ont eu l'obligation de créer une schématique d'utilisation de ces données. Maintenant, le monde professionnel a mis du temps à acquérir les compétences d'utilisation de ces bases de données. Donc ça s'appelle la technologie pass-through. Et du coup, aujourd'hui, on a quand même un nombre d'acteurs limité qui utilisent pourtant cette formidable technologie. Moi, étant dans le monde de la réparation multimarque, mais quelle opportunité les professionnels de la réparation ont de devenir des agents multimarques. Oui, c'est ça. C'est extrêmement important aujourd'hui pour le monde de la réparation. Et qui plus est, si c'est en plus géré par des règles de sécurité, quand bien même, je pense qu'il faut y aller. Et même si c'est vu comme une contrainte, c'est une contrainte qui va de toute façon être bénéfique pour le monde de la maintenance automobile. Pascal Je Sigrist. suis complètement d'accord avec Gérard, hein, c'est ce que je voulais souligner également. Le monde professionnel a eu énormément de mal et commence seulement à s'intéresser convenablement à cette technologie-là pour faire de la maintenance électronique des calculateurs.
Et le CIRMI, c'est la continuité de ça, parce que c'est la maintenance électronique des calculateurs, mais sur tous les dispositifs qui sont liés à l'inviolabilité du véhicule. Donc c'est vraiment dans la continuité. Donc je pense que les résultats qu'on retrouve sur l'étude du JPA, elle est plus ou moins, malheureusement, elle nous fait très mal, parce qu'on est convaincu, mais elle est logique, puisqu'on a eu énormément de mal à ramener les gens, et on a encore énormément de mal à amener les professionnels vers cette maintenance des calculateurs, qui est la maintenance qui est préconisée par les constructeurs, qui fait évoluer le véhicule dans le bon sens, et selon les préconisations du constructeur. Forcément, comme le CIRMI, c'est la continuité de ça, mais en touchant à l'inviolabilité, on a la même difficulté. Je voudrais aborder un deuxième point qui me paraît mais essentiel, et qui me désole énormément. Vous parlez RMI, vous parlez CIRMI dans les écoles, ils ne savent pas ce que c'est. Quand Alors, vous vous présentez dans les écoles, RMI, pardon. et je vais insister parce que RMI, on rappelle ce que c'est. RMI, c'est la Repair and Maintenance Information. Hein. Oui, mais ça, c'est pas la norme évident, déjà. c'est la norme Euro 5, c'est la maintenance des calculateurs C'est la en se maintenance des connectant calculateurs. au site du constructeur pour aller chercher les dernières mises à jour, les évolutions de soft, etc. Mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, Gérard peut en témoigner, on monte énormément de pièces neuves qui sont en panne, qui sont vierges, qui contiennent un petit bout de soft, qui contiennent une petite EPROM, Tout à et fait. qui sont tout à fait vierges et qui sont infonctionnelles sur le véhicule. C'est Tant ça. que vous n'êtes pas connecté au site constructeur pour aller télécharger le petit bout de soft qui va la faire fonctionner avec le reste du véhicule. Hein, je démocratise un petit peu le discours parce que c'est. Mais tout à on fait parle ça. de voitures de 2012, de 2013, de 2014. Ces voitures-là Celles ont qui déjà rentrent dans cette les pièce-là. ateliers. Ouais. Donc ça, c'est dramatique parce que le professionnel de l'automobile est complètement bloqué. Et là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, dans les écoles, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas ça. Et quand on vient les voir pour leur dire on peut vous aider à appréhender tous ces systèmes-là, ils ne nous écoutent pas. Je l'ai vécu. Dans les écoles, Ah non, ils ne nous écoutent pas. vous parlez des lycées ou des CFA? Les deux. Mon Dieu. Xavier, pardon, Joao. Oui, je voudrais juste rajouter parce que, bon, déjà, c'est des chiffres qui me font mal. Hein, quand je vois Ouais. plus de 20 000 réparateurs et puis qu'il n'y en a que très peu qui se disent tiens, je vais rentrer dans le CIRMI, je vais connaître le CIRMI, je veux 4%, savoir oui, à quoi ça sert. On a chez Mobiliance réalisé un livre blanc grâce au comité technique d'ailleurs hein, aussi. On a réalisé ce livre blanc pour justement permettre sur quelques pages de comprendre à quoi ça servait, comment faire obtenir cette certification et auprès de qui. Tout à fait. Donc déjà, quand tu as un support, tu peux le lire tranquillement parce que oui, le CIRMI, oui, c'est quoi? Enfin bon, c'est toujours des termes anglais. C'est la question que tout le monde se pose en réalité. À la fin des fins, on va où pour se faire certifier? Qu'est-ce qu'on fait? On téléphone à qui? Enfin voilà. Oui, alors, tout à l'heure Gérard l'a dit, il y a 2 organismes qui sont présents sur le salon. Il faut aller les voir, hein, n'hésitez pas, vous allez obtenir plein de renseignements et vous verrez. Donc il y a C'est- Mobiliance, c'est il y a très, très FNA, simple. il y a autodistribution, tout le monde sait ça. Tout le monde sait. Vous êtes bien capable sûr. de Alors renseigner. nous, on ne certifie pas, hein, mais Vous ne certifiez pas. il y a 2 organismes aujourd'hui qui sont présents. Oui. Et les organismes qui certifient, Oui. qui sont-ils? Alors il y a DECRA et SGS. Voilà. Et on a SGS dans la salle. On a Je pense SGS qui est présent. qu'on Je doit bien je avoir vous ai DECRA aperçu aussi tout à l'heure. quelque part. Hein. Voilà. Oui, très probablement. Je ne les ai pas encore vus. Ok. Compris. Donc il y a un process à suivre qui n'est pas compliqué en réalité. C'est du déclaratif. Charge aux réparateurs de se renseigner auprès des organisations professionnelles et des groupements qui chapeautent des enseignes de réparation. Tout le monde est au courant, d'accord? Donc ils sont là pour vous. Voilà. Voilà. Ils communiquent. Voilà. Absolument. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, ouais. Xavier Passy, je voulais juste vous donner la parole. Vous avez aussi mesuré, on parle de Repair and Maintenance Information, donc la maintenance des calculateurs. Il y a aussi un gap, non? Il n'y a pas eu quelque chose de fait sur l'adoption ou l'utilisation par les réparateurs du remote, c'est-à-dire des plateformes d'assistance sur le diagnostic? Oui, tu as raison, Emmanuel. Ah voilà, bon, j'étais en Mais train de me mais dire. j'ai pas la stat en tête. C'est pas grave, juste dans oui, l'esprit. mais le gap est fait. C'est-à-dire que sur ces outils-là, ça concerne. C'est dans leur quotidien, les réparateurs. Donc, les missions sont beaucoup plus. Tu sais, et le frein qu'on voit ici sur le CIRMI, sur la volonté de déployer la solution en interne, qui est aussi lourde en termes de contraintes. Donc l'engagement d'y aller se traduit peut-être pour les réparateurs par un engagement ou par la certitude d'un business assez immédiat. Pour le remote diag, je pense que le pas est fait.
enfin, en tout cas, la dynamique est en place. Le pas fait pour tous, mais la dynamique est en place. On n'a pas du tout ces résultats-là. C'est l'intérêt est beaucoup plus fort et le taux d'équipement est beaucoup plus marqué. Ouais, donc on Mais voit le bien, business est là aussi. oui, et le business est là, effectivement, sur des voitures de 2012. Pascal. Il y a quand même une notion à bien prendre en compte, hein, c'est que même si on fait appel à un service extérieur, ce qu'on appelle nous dans la profession le RSS, hein, donc le remote, et donc qu'est-ce qu'on peut jargonner quand même des fois, un service extérieur pour pouvoir faire cette maintenance des calculateurs, Ouais. le professionnel doit être quand même CERMI, doit être accrédité CERMI, enfin pas accrédité, mais agréé CERMI, il doit avoir cet accès. Le service extérieur, bien entendu, doit être mais CERMI, c'est important. mais ça. le garagiste doit être CERMI également. Donc le CERMI, il faut y aller, il faut faire la C'est démarche. incontournable. Ce qui veut dire que même s'il ne fait pas lui-même l'intervention et qu'il fait appel à un service extérieur qui va se connecter chez lui et qui va lui permettre de faire cette mise à jour, Télécharger des mises à si jour. lui il n'est pas CERMI, il n'aura pas accès. Ah bah voilà, bon, fin de l'histoire. On a tous compris que tout le monde doit y aller. Ouais, mais de toute façon, c'est une règle, hein, et je dirais que c'est la chaîne complète de réparation de l'ensemble des intervenants qui interviennent pour une maintenance électronique sur la voiture qui doivent être certifiés à différents niveaux. On peut être prestataire de service, on est acteur de réparation et du moins le professionnel qui a réceptionné la voiture, bien évidemment, c'est lui qui va archiver l'ensemble de la documentation nécessaire pour constituer l'archivage et la bonne utilisation des données auxquelles il doit répondre via le CERMI de toute façon. Ce sera le mot de la fin de notre conférence. Merci, messieurs. Il y a peut-être une question. Vous voulez, je vais prendre un micro alors à ce moment-là. Et on n'a pas beaucoup de temps pour vous répondre, mais puisque vous vous manifestez. Bonjour, moi je viens de l'île de la Réunion, j'ai le CERMI déjà. J'ai fait la demande avec un constructeur automobile et ils m'ont dit pour avoir l'identifiant, pour avoir accès au constructeur, ils m'ont dit de me retourner vers une concessionnaire pour avoir les codes d'accès et le concessionnaire m'a refusé l'identifiant. Et maintenant que j'ai le CERMI, je ne peux pas avoir accès au site du constructeur. Comment je pourrais faire pour avoir accès maintenant? Merci. Ça, c'est une belle question. Ça. Quel constructeur on disait? C'était le groupe Volkswagen. Méchant. Reprenez un micro, Pascal. Chez Volkswagen, il suffit d'ouvrir votre compte sur le système de chez Volkswagen, hein, sur le site internet qui renferme toutes les données techniques. Et vous êtes obligé d'ouvrir un compte, bien entendu. Hein. Vous allez ouvrir votre compte chez Voyager. Quand vous aurez ouvert votre compte, vous allez acheter les droits pour aller accéder à la documentation. Donc évidemment, c'est pas gratuit, mais vous pouvez acheter les droits tout à fait normalement. Et à partir du moment où vous aurez acheté les droits, si vous devez accéder à des calculateurs qui sont soumis au CERMI, vous n'aurez plus qu'à vous identifier avec votre code d'identity et il n'y a aucun problème. Non, Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un code du constructeur. Hein. C'est pas du tout le concessionnaire qui doit donner le code. Absolument pas. Il n'y a qu'un cas où l'accès, un cas connu qui est en train de se résoudre actuellement, où l'accès à certains calculateurs nécessite de passer par un concessionnaire pour avoir non pas un code d'accès, mais en fait une référence à acheter. Mais c'est en train de se résoudre. Je ne le citerai pas, mais c'est en train de se résoudre parce qu'on a relevé le problème avec ce constructeur-là. On travaille avec lui pour faire lever ce petit dysfonctionnement, on va dire, qui est très désagréable. On peut conseiller à monsieur de se référer aux organisations professionnelles, encore une fois, pour le cas particulier que ça peut représenter. Hein, voilà. Sans aucun problème, et avec plaisir, on essaiera de trouver la solution. Ouais. Bon, merci beaucoup. Je suis obligé de rendre le micro. Merci, messieurs, c'est passionnant. On peut applaudir nos intervenants. Et merci à vous d'avoir écouté religieusement jusqu'au bout. Dans quelques minutes, on va parler des boîtes de vitesse automatiques et de la maintenance qu'on peut faire dessus. Autre sujet très intéressant. Très bonne journée sur Équipe Auto.